Internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, édition du lundi 11 mai, donc première édition post-confinement, si je puis dire, bien que j'imagine que pour nombre d'entre vous, pour la configuration, télétravail et autres, ça n'a pas dû forcément changer grand-chose compte tenu des dernières recommandations gouvernementales, notamment en Ile-de-France. Mais bref, pour parler de l'actualité IT, je suis en compagnie de Guy Hervier, comme chaque semaine. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence par un classique de notre secteur Windows 10, mais en l'occurrence une version un peu spéciale, qui est un peu, je vais peut-être pas dire parent pauvre, mais en tout cas Windows 10 X, qui est la version normalement nouvelle génération du système de l'OS de Microsoft, et qui a connu, j'allais dire, nombreuses vicissitudes, et à l'occasion de build 2020, j'imagine qu'on va avoir la dernière itération. Alors oui, effectivement, Microsoft a annoncé de manière officielle cette fois, parce qu'on en avait déjà parlé les semaines précédentes, donc l'arrivée de la version Windows 10 X. Et contrairement à ce qui avait été dit, à savoir l'idée initiale, c'était de développer un OS pour des postes de travail multi-écran. Et donc, vraisemblablement, difficultés techniques oblige et puis épidémie, ça fait que Microsoft abandonne ce projet-là, pour l'instant en tout cas, et se reconcentre sur le développement d'un OS pour les postes de travail à un seul écran. Et donc, je dirais que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on pourrait penser qu'avec Windows 10 X, on a juste une nouvelle version de Windows 10, alors qu'en fait, d'après ce qu'on a pu comprendre, cette version 10X sera une rupture technologique par rapport à l'existant, de la même manière qu'on a eu des ruptures technologiques avec OS 2, donc quand c'était un co-développement avec IBM, ou Windows NT, qui avait permis à Microsoft d'entrer dans le monde de serveurs dans les années 93-94. Alors on en saura plus très rapidement, puisque à l'occasion de la conférence Build qui va se tenir en mode virtuel très prochainement, le 19 mai, on aura vraisemblablement les explications un peu plus techniques sur cette nouvelle version. Très bien. Alors Guy, autre acteur du secteur historique d'LEMC, qui sur le métier, pour le coup, originel de MC, c'est-à-dire le stockage, annonce non pas une évolution, mais vraiment une révolution avec une nouvelle gamme de baies de stockage. Alors je suis un peu envie de vous dire, à l'heure où on parle d'hyperconvergence, est-ce que c'est vraiment le moment d'innover sur cette problématique de stockage, de baies de stockage, pardon. La question est posée. Alors la question est posée, la réponse est donnée par Dell, donc c'est un renouvellement du milieu de gamme des systèmes de stockage de la gamme Dell, et c'est présenté en tout cas comme une innovation technologique qui marque une rupture avec l'existant. Alors qu'est-ce qui permet à Dell de dire tout ça? Je crois qu'il y a quelques éléments qui accréditent l'idée. La première, c'est que ces baies de stockage permettront de fonctionner en mode SAN, donc en mode bloc, et en mode fichier en mode NAS, pardon. Et donc on pourra faire du scale-up et du scale-out. Le deuxième élément, c'est qu'on est en full flash. Alors pas seulement flash, d'ailleurs on devrait dire en mémoire électronique, sachant qu'on peut utiliser de la mémoire flash mais aussi de la mémoire dite SCM. Alors cette mémoire, quel intérêt elle a? Donc elle est d'origine Intel, c'est de la mémoire persistante comme le disque magnétique, c'est de la mémoire qui est moins chère que le DRAM, et puis c'est de la mémoire qui est plus rapide que le flash, donc on voit bien qu'elle a quand même beaucoup d'avantages. Et bien entendu, cette gamme de stockage, cette famille de systèmes de stockage, elle est full NVMe, donc c'est le protocole qui tire parti le plus complètement de ces mémoires électroniques. Et puis encore deux points, c'est qu'on a un nouveau système d'exploitation qui a été redéveloppé en fonction de l'état de l'art. Donc je dirais que en mode à la fois microservices, ça veut dire quoi?
ça veut dire que tous les services liés, toutes les fonctions de stockage du style déduplication, compression, etc. seront proposés en mode service et donc sous forme de conteneurs. Et puis dernier point important, c'est que en fait quand vous faites l'acquisition de ce système de stockage, vous aurez accès au renouvellement des contrôleurs lorsque ceux-ci arriveront, je dirais, au fil du temps, sans avoir à payer un surplus. Donc c'est une idée qui avait été proposée par Pure Storage il y a quelques temps, donc c'est une bonne idée, il n'y avait aucune raison que Dell ne la reprenne pas à son compte, et c'est tant mieux pour les utilisateurs Dell. Alors Guy, autre acteur historique qui était la une la semaine dernière, IBM, avec son événement Think Digital, qui était l'occasion ou l'opportunité de voir à la manœuvre son nouveau PDG, qui, j'allais dire, vient juste de prendre son poste il y a quelques jours, quelques semaines. Quelques semaines, puisque c'est le 1er avril qu'il a pris les commandes d'IBM en remplacement de Ginny Rometty. Et donc, à l'écouter à l'occasion de cette conférence Think Digital, on comprend assez bien le virage qu'IBM est en train d'amorcer. D'ailleurs, on pourrait dire sous fond technologique. Il a même utilisé le terme de bataille technologique pour essayer de se présenter comme un leader, en particulier dans le domaine du cloud, et parle de chapitre 2 après un chapitre 1 où IBM ne s'est pas présenté comme un leader. À l'occasion de Think Digital, donc, il y a eu 2 annonces importantes. La première, c'est Cloud Satellite, dont le nom n'est pas très significatif, mais qui reprend l'idée que, en gros, toute la pile logicielle et les services qui sont disponibles sur le cloud, donc tout ça packagé IBM, eh bien, vous l'aurez à disposition dans votre data center ou dans un data center de type Edge. Et donc ça, c'est une idée, je dirais, que tous les fournisseurs de cloud public ont présenté ces derniers temps. Donc Microsoft, c'était la combinaison de Azure Stack et puis Azure Arc. Google, c'est Google Anthos. Et puis AWS, c'est AWS Outpost. Donc en gros, c'est la voie pour évoluer vers le cloud hybride et le multi-cloud. Et puis la deuxième annonce importante, il y en a eu d'autres, mais la deuxième annonce dont on parlera aujourd'hui, c'est Watson AI Ops. Donc l'idée est relativement simple, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc Watson, pour améliorer la production, l'exploitation des data centers, et donc ça va permettre une plus grande automatisation du fonctionnement de ces data centers, et donc permettre aux exploitants de se concentrer sur des tâches, je dirais, à valeur un peu plus ajoutée. Donc deux annonces importantes qu'IBM va mettre en œuvre dans les semaines qui viennent. Alors Guy, autre volet de notre chronique hebdomadaire, les traditionnelles, j'allais dire, acquisitions. Et cette semaine, on en a retenu 3. D'abord, Nvidia, qui après avoir acheté Mellanox, se développe dans cette thématique un peu du réseau avec le rachat de Cumulus Networks, ce qui fait qu'on est quand même assez loin du Nvidia, fournisseur de cartes graphiques pour les jeux vidéo qu'on a connu il y a quelques années, qui est toujours une partie de son métier, mais il y a vraiment un virage vers le marché d'entreprise. C'est effectivement le cœur de métier de Nvidia, et ça le reste pour l'instant, mais Nvidia a déjà a fait un pas très important vers le data center. Donc il y avait la première étape, le rachat de Mellanox, qui est le spécialiste de tout ce qui est interconnexion, alors à la fois aux normes InfiniBand et puis Ethernet. Et là, Mellanox, c'est quoi? C'est un fournisseur de systèmes d'exploitation pour équipements de réseau. Donc en gros, ça veut dire que Nvidia va devenir un concurrent de tous les fournisseurs que vous connaissez, Cisco, Juniper, Arista et compagnie. Donc c'est une évolution, je dirais, qui prolonge celle qu'on avait déjà vue avec Mellanox, mais qui va faire de Nvidia un acteur important du data center. Alors Guy, on parlait de Mellanox, qui avait été soufflé par Nvidia au nez à la barbe d'Intel. Là, pour le coup, Intel se rattrape dans un domaine différent, puisqu'on là, il s'agit d'acquérir une start-up qui s'appelle Moovit, dans le domaine, comme son nom l'indique, de la mobilité, et qui fait suite déjà à une acquisition il y a quelques années, de 2-3 ans, d'Intel, toujours dans ce secteur de la mobilité.
Alors l'acquisition à laquelle vous faites référence, c'est effectivement en 2017, c'est Mobileye pour 15 milliards de dollars, donc c'était quelque chose d'important et c'était, je dirais, la première étape pour Intel d'aller dans tout ce qui est, comme vous l'avez défini, mobilité urbaine et interurbaine. Donc pour Moovit, c'est un peu moins important puisque c'est de l'ordre du milliard de dollars. C'est une start-up israélienne qui est spécialisée dans la mobilité urbaine. Donc en gros, c'est dans tout l'optimisation de l'utilisation des transports urbains. Donc c'est un pas de plus pour Intel dans cette activité-là. On peut comparer d'ailleurs Moovit à Waze. Waze, c'était plutôt l'application qu'on utilise quand on circule en voiture. Sa voiture. En fonction, optimiser son déplacement en fonction du trafic. Et la caractéristique des deux, c'est qu'elles étaient toutes les deux elles sont des startups israéliennes. Waze avait été racheté par Google il y a déjà plusieurs années de cela. Donc c'est un domaine qui va certainement être amené à se développer de manière très très importante dans les années qui viennent. Alors, autre acquisition, Guy, qui a retenu notre attention cette semaine, c'est du côté de NetApp, qui lui rachète un acteur du VDI, la virtualisation du poste de travail en bon français. J'allais dire, à ce moment où on parle beaucoup de télétravail, finalement, c'est un achat assez opportuniste. Hein. C'est exactement ça, une acquisition d'opportunité. Donc la société en l'occurrence, c'est CloudJumper, spécialisé dans le VDI. Vous le disiez, le télétravail s'est développé, a explosé ces dernières semaines. NetApp a besoin de relais de croissance, rachète CloudJumper. Donc c'est une acquisition à la fois logique et rationnelle. Maintenant, qu'est-ce qu'elle en fera, on verra bien. Mais en tout cas, je dirais du point de vue de ce qu'on observe actuellement, c'est tout à fait logique. Alors Guy, on poursuit évidemment cette revue de l'actualité par la thématique liée au coronavirus ou autre Covid-19 selon le vocable qui vous vient le mieux. Et on va faire un tour du côté de la Silicon Valley où j'allais dire les dirigeants de quelques entreprises du secteur ont pris le taureau par les cornes puisque le nombre de licenciements commence à chiffrer en plusieurs milliers. Hein. Oui, on le sait, on le savait, les entreprises américaines et en particulier les entreprises de la Silicon Valley qui sont pas différentes, réagissent de manière, sont extrêmement réactives aux crises et n'attendent pas longtemps pour prendre les mesures qu'il faut, ça c'est à discuter. En tout cas, il y a des licenciements en masse, si on peut dire. Donc on peut citer plusieurs acteurs, Nutanix, VMware, Uber, Airbnb, Cohesity, il y en a encore pas mal d'autres. De l'autre côté, il y a des entreprises qui s'en sortent plutôt bien, qui tirent leur épingle du jeu en ces moments difficiles. On peut citer par exemple Salesforce ou ServiceNow, sachant que bien entendu le camp des perdants est bien plus important que le camp des gagnants dans la situation actuelle. D'ailleurs, le cabinet IDC, qui fait un baromètre des investissements IT, j'allais dire, explique en partie ce mouvement, puisque je crois qu'ils ont révisé encore à la baisse l'évolution des investissements IT dans le monde en 2020. C'est ça, on était à moins de 2,7% en mars. On est à moins 5,1% aujourd'hui, donc en mai, 2 mois plus tard, et on peut vraisemblablement penser que dans 2 mois, IDC nous proposera encore une révision à la baisse de ses prédictions de croissance, donc là en l'occurrence de décroissance. Donc ça ne surprendra personne, puisque le secteur IT est impacté, sauf certains acteurs, mais je dirais globalement le secteur IT est impacté par la crise, tout simplement parce que leurs clients le sont également, donc ça surprendra personne. Donc si dans 2 mois IDC nous donnait un chiffre de moins 8%, ça surprendrait pas surpris. Alors vous parlez, Guy, d'acteurs qui résistent et qui font même mieux que résister, en l'occurrence Amazon et plus particulièrement d'ailleurs sa filiale AWS qui dans le secteur IT nous concerne plus directement, annonce des résultats tout à fait
positif pour ce premier quarter. Pour Amazon, on est à 75 milliards de dollars sur le premier trimestre. Ça veut dire qu'en rythme annuel, on a une entreprise qui réalise 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Par comparaison, Walmart, qui est le numéro 1 et de très loin de la grande distribution aux États-Unis et dans le monde d'ailleurs, plus de 2 millions d'employés, est à un peu plus de 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc on voit bien que Amazon n'est pas si loin que ça. Et vraisemblablement, comme Walmart souffre beaucoup, terriblement en ce moment, Amazon se développe rapidement, l'écart entre les deux va se réduire de manière très significative. Le résultat d'exploitation est assez médiocre puisqu'on est à moins 4 milliards. Bon, ça peut s'expliquer par des investissements actuels pour répondre à une très très forte demande. Maintenant, sa filiale AWS, donc de cloud public, elle s'en sort très bien puisqu'on est à 10 milliards, plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation de 3 milliards, donc elle est très très positive. Ça veut dire qu'en rythme annuel, AWS est à 40 milliards, plus de 40 milliards de dollars, donc c'est quelque chose de quand même très très significatif, et donc ça va peut-être donner encore des idées aux investisseurs de pousser une séparation entre AWS de sa maison mère, mais pour l'instant aucune information n'a filtré à ce sujet, bien sûr. Alors Guy, après ce tour d'horizon de l'autre côté de l'Atlantique, on revient en France avec les principaux représentants des acteurs du secteur IT, en l'occurrence le Syntec qui représente les ESN ou autres SS2I, et Tekin qui représente des éditeurs de logiciels, qui font un constat un peu, disons le mot, dramatique, à moins si la solution n'évolue pas positivement, et qui évidemment, conséquence de ce constat, font des demandes très précises, on parle de 75 points, au gouvernement français. Exactement. Donc le constat que vous présentiez est effectivement dramatique, puisque 3 responsables sur 4 de ces entreprises, donc ces entreprises c'est des ESN, des éditeurs de logiciels, disent que si dans 6 mois on est parvenu à une situation normale ou quasi normale, ils ne sont pas sûrs de la pérennité de leur entreprise. Donc on voit quand même que c'est vraiment très 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 sérieux. Maintenant, pour les doléances qui sont demandées, je dirais qu'il y a 2 axes. Le premier, c'est tout ce qui concerne le financement, de faire en sorte que les demandes de prêts puissent être faites dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire le plus rapidement possible et sans trop de difficultés, parce que les prêts, c'est pas pour l'année prochaine, c'est pour tout de suite. Et puis le deuxième, c'est dimension fiscale, c'est des demandes de report ou d'annulation de charges. Donc ça, c'est les demandes du secteur. Maintenant, que fera le gouvernement, on le saura sans doute assez rapidement. Suite au prochain épisode, si je puis dire. Et puis pour conclure, Guy, notre traditionnelle rubrique coup de cœur, coup de gueule, avec, comment dirais-je, on revient sur ces licenciements en Silicon Valley, particulièrement du côté de chez Uber. Je vous avais fait un jeu de mots un peu foireux, charrette chez Uber. Mais globalement, l'idée, c'est quand même de souligner qu'il y a une logique de socialisation des pertes et privatisation des profits. En fait, ce qui fait réagir, je dirais, de manière un petit peu plus particulière, c'est que toutes ces entreprises dont Uber est le fer de lance sont dans un secteur qu'on avait baptisé pompeusement économie du partage. Et en espérant que dans ce nouveau monde des bisounours, on aurait affaire à des entreprises d'un mode nouveau. Et on se rend compte que finalement, face à une crise qui est très, très dure, c'est sûr, elle se comporte exactement de la même manière que les autres entreprises qu'on connaissait, les autres entreprises traditionnelles. Donc économie du partage, il faudra peut-être réviser la terminologie pour en trouver une qui soit plus adaptée. Guy, je propose qu'on conclue sur cette dernière phrase. Il laisse réfléchir nos lecteurs sur ce sujet. Et en attendant, je vous souhaite, et je souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informative Hebdo. L'occasion de faire peut-être un point sur le déconfinement. En attendant, très bonne semaine à toutes. Merci. À bientôt.